Une mère célibataire pauvre s'est rendue à un entretien d'embauche avec ses filles, 2 bébés d'1 an et demi, et a dit « Je travaillerai pour vous. Aidez-moi seulement à nourrir mes filles. » Le millionnaire a pris une décision qui a choqué tout le monde. Claire Dubois, 30 ans, mère célibataire de jumelles d'1 an et demi, n'a plus rien. Plus d'électricité, plus de chauffage, plus d'espoir. Dans 3 jours, elle sera expulsée de son appartement glacé de Vaux-en-Velin. Le lait en poudre est presque épuisé. Léa tousse dans le froid. Inès pleure de faim. Claire a postulé partout. Personne ne veut d'une mère avec 2 bébés. Désespérée, elle fait l'impensable. Elle se présente au siège de Morotech, l'entreprise de technologie la plus prestigieuse de Lyon, avec ses 2 filles dans les bras, sans rendez-vous, sans CV, sans autre arme que sa dignité brisée. Face à Alexandre Moreau, le jeune PDG milliardaire de 30 ans au regard hanté, Claire prononce une phrase qui va tout changer. « Je travaillerai pour vous. Donnez-moi juste de quoi nourrir mes filles. » Cette phrase réveille chez Alexandre un passé qu'il fuyait depuis 10 ans. Sa propre mère, morte d'épuisement après l'avoir élevée seule dans la pauvreté. En clair, il voit le fantôme de celle qu'il n'a jamais pu sauver. Contre l'avis de son conseil d'administration, contre la raison, Alexandre prend une décision qui bouleversera 2 vies. Il l'embauche. Mais quand Claire est accusée de vol par un collègue jaloux, quand les regards se font méprisants, quand les réseaux sociaux s'emballent, tout menace de s'effondrer. Cette femme qui refusait de mendier survivra-t-elle dans un monde qui ne lui a jamais fait de place? Ce milliardaire, rongé par la culpabilité, trouvera-t-il enfin la rédemption? Et quand la vérité éclatera, qui sera vraiment sauvé dans cette histoire? Une histoire vraie sur la dignité, le pardon et la seconde chance que tout le monde mérite. Le jour se levait à peine sur Vaux-en-Velin, quand Claire Dubois ouvrit les yeux dans la pénombre glaciale de son studio. La lumière grise de janvier filtrait à travers les rideaux fins, révélant l'humidité qui perlait sur les murs défraîchis. Elle resta immobile quelques secondes sous la couette usée, sentant le froid mordant lui piquer le visage. L'électricité avait été coupée 3 jours plus tôt. Le chauffage, depuis 1 semaine. À côté d'elle, dans le petit lit d'enfant en bois qu'elle avait récupéré sur un trottoir, Léa et Inès dormaient encore, serrées l'une contre l'autre sous plusieurs couvertures empilées. Claire les observa en silence, le cœur comprimé. Leurs petits visages rougis par le froid, leur respiration légère, presque fragile. Léa toussait dans son sommeil, cette toux sèche qui revenait chaque nuit depuis 2 semaines. « Il faut que je trouve quelque chose aujourd'hui », murmura Claire pour elle-même, comme une prière laïque. Elle se leva avec précaution pour ne pas réveiller les jumelles, sentant le parquet glacé sous ses pieds nus. Dans le minuscule coin cuisine, à peine 3 mètres carrés coincé entre le lavabo et le réchaud à gaz, elle ouvrit le placard. Une boîte de lait en poudre entamée, 2 compotes industrielles, un reste de pain dur. C'était tout. Claire ferma les yeux. 30 ans, mère de 2 enfants. Sans emploi depuis 7 semaines, sans partenaire depuis toujours. Le père des jumelles, Mathieu, était parti en apprenant la grossesse. « Je ne suis pas prêt », avait-il dit avant de bloquer son numéro. Elle ne l'avait jamais revu. Elle prépara le biberon du matin en diluant le lait plus que d'habitude pour faire durer la boîte. L'eau du robinet était glacée. Elle la fit chauffer dans une casserole sur le réchaud à gaz, la seule source de chaleur encore disponible dans l'appartement. Pendant que l'eau chauffait, elle enfila 2 pulls superposés et un vieux jean troué aux genoux. Dehors, Lyon s'éveillait lentement. Par la fenêtre sale, Claire apercevait les tours grises du quartier, les balcons encombrés, les rues encore désertes. Au loin, on devinait les collines de Fourvière, cette autre Lyon, celle des restaurants chics et des appartements lumineux. 2 mondes à quelques kilomètres de distance. Une éternité en réalité. Léa se réveilla la première, comme toujours. Elle pleura immédiatement, un cri aigu, plaintif, qui réveilla Inès. Claire se précipita, les prit toutes les 2 dans ses bras, les berça contre elle pour les réchauffer avec son propre corps. « Doucement, mes amours. Maman est là. » Elle leur donna les biberons tièdes. Les jumelles burent goulûment, leurs petites mains agrippées au plastique transparent. Claire les regarda avec un mélange d'amour et de culpabilité. Elles avaient faim, vraiment faim, et elle ne pouvait pas leur donner plus. Après le biberon, elle changea leurs couches. Il n'en restait que 4 dans le paquet. Il faudrait les laver et les réutiliser après. Elle habilla les jumelles avec tout ce qu'elle trouvait. Bodys superposés, pulls en laine, bonnets, moufles. Puis,
Elle les installa dans la poussette double qu'elle avait achetée d'occasion. « On va se promener, mes petites. On va trouver une solution. » Mais avant de sortir, Claire s'arrêta devant le miroir fendu de la salle de bain. Son reflet la choqua. Des cernes profonds creusaient ses yeux verts. Ses cheveux châtains, qu'elle ne coiffait plus depuis des jours, tombaient en mèches ternes. Son visage amaigri, ses lèvres gercées. Elle avait l'air de ce qu'elle était, une femme au bord du gouffre. Elle détourna le regard. Dehors, l'air mordait. Une fine neige commençait à tomber, recouvrant les trottoirs défoncés de vols sans velin. Claire poussa la poussette avec difficulté sur les pavés glissants, évitant les plaques de verglas. Les jumelles, emmitouflées, regardèrent le monde avec de grands yeux curieux. Inès tendit la main pour attraper un flocon. Claire marchait sans destination précise. Elle avait envoyé 27 candidatures la semaine précédente. Aucune réponse. Les employeurs ne voulaient pas d'une mère célibataire avec 2 bébés. Trop de contraintes, trop de risques d'absence. Une fois, lors d'un entretien téléphonique, on lui avait dit franchement « Vous comprenez, madame, avec des enfants si jeunes ». Elle passa devant la boulangerie du quartier. L'odeur chaude du pain frais lui donna le vertige. À travers la vitrine embuée, elle aperçut les croissants dorés, les pains au chocolat, les brioches. Son estomac gargouilla. Elle n'avait rien mangé depuis la veille au soir. Une tranche de pain avec un peu de beurre. « Bonjour Claire », lança Madame Ferreira, la boulangère, en sortant pour déposer les poubelles. Claire se força à sourire. Madame Ferreira était l'une des rares personnes du quartier qui lui adressait encore la parole avec gentillesse. « Bonjour madame, tu as l'air fatiguée ma petite. Tiens. » La femme disparut à l'intérieur et revint avec 2 pains au lait encore chauds. Pour les petites. Claire sentit sa gorge se serrer. « Je ne peux pas accepter. »« Bien sûr que si. Allez, prends. C'est les invendus d'hier de toute façon. » C'était un mensonge évident. Les pains étaient chauds, fraîchement sortis du four. Mais Claire était trop épuisée pour refuser la dignité de ce mensonge. Elle prit les pains, murmura un merci à peine audible et repartit avant que les larmes ne coulent. Claire descendit vers le métro de Vaux-en-Velin-la-Soie. Elle n'avait plus d'argent pour un ticket, mais elle pouvait au moins se réchauffer quelques minutes dans les couloirs souterrains. Les jumelles commençaient à geindre. Elles avaient froid malgré les couches de vêtements. Dans le hall du métro, l'air était plus chaud. Claire s'assit sur un banc en métal, sortit les pains au lait et les émietta pour les donner aux jumelles. Elles mangèrent avec avidité, leurs petites bouches barbouillées de miettes. Claire les regardait manger sans toucher elle-même à la nourriture. Elles avaient besoin de chaque calorie. Autour d'elles, les voyageurs passaient en courant. Costumes sombres, sacs en cuir, écouteurs dans les oreilles. Personne ne la regardait vraiment. Ou plutôt, certains la regardaient, mais détournaient vite les yeux, gênés par ce qu'ils voyaient. La pauvreté. Le vrai visage de lion qu'on préfère ignorer. Un homme s'arrêta devant elle. La cinquantaine, costume gris, attaché case. Il fouilla dans sa poche et tendit un billet de 5 €. « Tenez, pour les petites. » Claire redressa la tête. « Je ne m'en dis pas, monsieur. » L'homme cligna des yeux, surpris. « je pensais. Je cherche du travail, pas la charité. » L'homme rougit, bredouilla une excuse et s'éloigna rapidement. Claire ferma les yeux. Elle savait qu'elle aurait dû prendre l'argent. Mais quelque chose en elle refusait encore, pas la charité. Pas ça. Pas tant qu'il lui restait un souffle de dignité. Assise sur ce banc de métro, regardant ses filles manger, Claire sentit la panique monter. Dans 3 jours, le propriétaire viendrait pour l'expulser. Elle n'avait plus d'argent, plus de ressources, plus d'options. C'est alors qu'elle aperçut sur un panneau publicitaire en face d'elle une affiche, une photo d'un jeune homme au regard déterminé, devant un bâtiment moderne de verre et d'acier. Le slogan disait « Morotech, l'innovation au service de l'humain ». Claire connaissait cette entreprise. Tout le monde à Lyon connaissait Morotech. C'était l'une des success stories de la région, une start-up devenue licorne en 5 ans, spécialisée dans l'intelligence artificielle appliquée à la logistique. Son fondateur, Alexandre Moreau, faisait régulièrement la une des journaux locaux. Un prodige, un self-made man. Une idée folle germa dans l'esprit de Claire. Une idée désespérée, ridicule. Mais c'était ça, ou abandonné. Elle sortit son téléphone, un vieux modèle à l'écran fissuré, et chercha l'adresse de Morotech. Confluence. Le quartier moderne de Lyon, près de la confluence du Rhône et de la Saône.
Un monde à des années-lumière de vols en velin. « On y va », murmura-t-elle aux jumelles. Claire réussit à monter dans le métro en passant rapidement la barrière derrière un groupe de voyageurs. Personne ne remarqua, ou personne ne dit rien. Elle resta debout, tenant la poussette d'une main, se cramponnant à la barre de l'autre. Le métro traversa Lyon. Guillotière, Bellecour, Saxe-Gambetta. Chaque station un nouveau quartier, une nouvelle réalité. À Bellecour, une femme élégante monta, parfumée, vêtue d'un manteau en cachemire. Elle jeta un coup d'œil vers Claire et les jumelles, puis choisit de rester debout à l'autre bout du wagon. Claire baissa les yeux. Elle savait ce que cette femme voyait, la misère qu'on évite du regard. Le métro émergea à la surface à Confluence. Par les fenêtres, Claire aperçut le quartier ultramoderne. Immeubles futuristes, façades de verre, restaurants branchés. Le musée des Confluences brillait au loin, tel un vaisseau spatial échoué au bord de l'eau. Elle descendit, poussa la poussette le long des quais rénovés. Le vent soufflait plus fort ici, balayant la neige fondue. Les jumelles commencèrent à pleurer. Claire accéléra le pas. Le bâtiment se dressait devant elle comme une cathédrale de verre. 5 étages de façades transparentes, acier brossé, design minimaliste. Sur le fronton, en lettres élégantes, Moreau Tech. Claire s'arrêta sur le trottoir, paralysée. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle n'avait pas de rendez-vous, pas de CV imprimé, pas de tenue professionnelle. Elle portait un vieux manteau taché, des chaussures trouées, et elle avait 2 bébés dans une poussette fatiguée. Elle faillit faire demi-tour. Mais Léa toussa encore, cette toux qui ne passait pas. Et Claire se souvint du studio glacé, de la boîte de lait presque vide, du propriétaire qui viendrait dans 3 jours. « Non », dit-elle à voix haute, « je ne peux pas abandonner. » Elle poussa les portes vitrées et entra. L'intérieur de Moreau Tech ressemblait à un autre monde. Sol en marbre blanc, plafond haut de 6 mètres, végétation luxuriante suspendue. Au centre, une réception circulaire en bois précieux. Derrière, 2 hôtesses impeccables en tailleur sombre. À gauche, un espace café design où des employés discutaient, ordinateurs ouverts, tasses fumantes à la main. Tout le monde se retourna quand Claire entra avec la poussette. Le silence fut presque physique. Claire sentit tous les regards sur elle. Elle serra les poignets de la poussette et avança vers la réception, le cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'on pouvait l'entendre. « Bonjour », dit-elle d'une voix qu'elle espérait ferme. Les 2 hôtesses la fixèrent. L'une d'elles, jeune, cheveux tirés en chignon strict, fronça légèrement les sourcils. « Bonjour, madame. Puis-je vous aider ?»« Je voudrais voir monsieur Moreau, Alexandre Moreau. Vous avez un rendez-vous ?»« Non, mais c'est important. » L'hôtesse échangea un regard avec sa collègue. « Je suis désolée, madame, mais monsieur Moreau ne reçoit que sur rendez-vous. Si vous souhaitez postuler, vous pouvez déposer votre candidature en ligne sur notre site. S'il vous plaît. » La voix de Claire trembla. « Juste 5 minutes. J'ai vraiment besoin de lui parler. » Inès se mit à pleurer. Puis Léa. Le bruit résonna dans le hall immaculé comme une alarme. Les employés se retournèrent, certains gênés, d'autres agacés. L'hôtesse soupira. « Madame, je comprends, mais nous avons des procédures. Je ne peux pas déranger monsieur Moreau sans rendez-vous. » Claire sentit les larmes monter, mais elle refusa de les laisser couler. « Pas ici, pas devant tous ces gens. C'est une question de vie ou de mort, » dit-elle simplement. Un agent de sécurité s'approcha. Quarantaine, allure militaire, regard dur. « Il y a un problème ?» L'hôtesse se tourna vers lui soulagée. « Cette dame insiste pour voir monsieur Moreau sans rendez-vous. » Le vigile se tourna vers Claire. « Madame, je vais vous demander de sortir. » « Non. » Claire se redressa de toute sa hauteur, 1,65 m de détermination désespérée. « Non, je ne pars pas tant que je n'ai pas vu monsieur Moreau. »« Madame, ne m'obligez pas à appeler la police. » Claire le regarda droit dans les yeux. « Appelez-la. Au moins mes filles auront chaud au commissariat. » Le vigile cligna des yeux, déstabilisé. Il y eut un moment de flottement. C'est alors qu'une voix s'éleva depuis l'escalier métallique qui descendait du 1er étage. « Laissez-la. » Tous les regards se tournèrent vers l'homme qui descendait les marches. Alexandre Moreau, 30 ans, taille moyenne, silhouette mince dans un pull col roulé noir et un pantalon de costume gris. Cheveux bruns légèrement ébouriffés, barbe de 3 jours soigneusement taillée, mais c'était surtout ses yeux qui frappaient, sombres, intenses, portant une fatigue qui semblait venir de très loin. Il traversa le hall en silence, les mains dans les poches.
Tout le monde s'écarta instinctivement. Il s'arrêta à 2 mètres de Claire. « Vous vouliez me voir ?» Claire déglutit. De près, Alexandre Moreau était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé. Mais il y avait quelque chose dans son regard, une dureté, une méfiance, qui la fit hésiter. « Oui, monsieur, Vous avez dit que c'était une question de vie ou de mort. »« Oui. » Alexandre la regarda longuement. Puis il regarda les jumelles dans la poussette, Léa et Inès qui s'étaient calmées et observaient cet étranger avec curiosité. « Suivez-moi, » dit-il simplement. L'ascenseur monta en silence. Claire n'osait pas parler. Alexandre fixait les portes métalliques, le visage fermé. Les jumelles gazouillaient doucement dans leur poussette. Au 4e étage, les portes s'ouvrirent sur un open space lumineux. Des dizaines d'employés travaillaient sur des ordinateurs, discutaient autour de tableaux blancs couverts d'équations. Personne ne leva la tête quand Alexandre passa, mais Claire sentit les regards en coin, les murmures. Le bureau d'Alexandre était au fond, isolé par des parois de verre. Une pièce sobre, un grand bureau en noyer, 2 chaises design, une bibliothèque remplie de livres techniques et de trophées d'innovation. Par la baie vitrée, on voyait toute la confluence, le Rhône et la Saône qui se rejoignaient, les péniches amarrées, les grues de construction au loin. « Asseyez-vous » dit Alexandre en désignant une chaise. Claire hésita. « Les petites. »« Ce n'est pas grave, asseyez-vous. » Elle s'assit, gardant la poussette contre elle. Alexandre contourna le bureau et s'installa en face d'elle, croisant les mains. « Je vous écoute. » Claire prit une grande inspiration. Elle avait répété ce moment dans sa tête pendant tout le trajet. Mais maintenant, face à cet homme qui la regardait avec une intensité presque intimidante, les mots lui échappaient. « Je m'appelle Claire Dubois. J'ai 30 ans. Je suis mère célibataire de 2 filles, Léa et Inès. Elles ont 1 an et demi. » Alexandre hocha la tête, attendant la suite. « J'ai perdu mon emploi il y a 7 semaines. Femme de ménage dans un hôtel. Ils ont réduit les effectifs. Depuis, je cherche du travail, mais... » Sa voix se brisa légèrement. « Personne ne veut d'une mère avec 2 bébés. Vous avez postulé ici ? » « Non. Je n'ai pas les qualifications. Je n'ai qu'un bac professionnel. »« Alors pourquoi êtes-vous venu ?» Claire le regarda droit dans les yeux. C'était le moment de tout miser sur une seule phrase. « Parce que je ne peux plus attendre qu'on me donne une chance. Monsieur Moreau, je ne suis pas venu vous demander la charité. Je suis venu vous faire une proposition. » Alexandre haussa un sourcil. « Une proposition ? » « Oui. » Claire serra les poings. « Je travaillerai pour vous. N'importe quel poste, ménage, logistique, accueil, ce que vous voulez. Je ne me plaindrai jamais. Je ne serai jamais en retard. Je ferai tout ce qu'on me demande. Madame Dubois. En échange, je vous demande juste une chose. » Sa voix se fit plus forte, presque vibrante. « Aidez-moi à nourrir mes filles. » Le silence retomba sur le bureau. Dehors, la neige recommençait à tomber, flocons blancs tourbillonnant contre la vitre. Alexandre ne dit rien pendant de longues secondes. Il regardait Claire comme s'il essayait de déchiffrer quelque chose en elle. Puis, lentement, son regard se porta sur les jumelles. Léa et Inès le fixaient avec leurs grands yeux clairs. Inès tendit une petite main vers lui, babillant un son incompréhensible. Alexandre détourna brusquement les yeux. « Madame Dubois, » commença-t-il d'une voix neutre, « je comprends votre situation, vraiment. Mais je dirige une entreprise, pas une association caritative. Nous avons des processus de recrutement stricts, des exigences. Je peux apprendre. Ce n'est pas la question. » Il se leva, signifiant que l'entretien était terminé. « Je vous conseille de vous adresser aux services sociaux. La mairie de Lyon a des programmes d'aide pour les mères célibataires. Des associations peuvent vous accompagner. » Claire se leva aussi, les jambes tremblantes. « Vous pensez que je n'ai pas essayé ? Les services sociaux ont 3 mois de délai. Les associations sont débordées. J'ai besoin d'aide maintenant. Pas dans 3 mois. Je suis désolé. » Non. Claire sentit la colère monter. Une colère pure, celle de la dignité bafouée. « Vous n'êtes pas désolé. Vous êtes juste soulagé que je parte et que vous puissiez retourner à votre vie confortable. » Alexandre se raidit. « C'est injuste. » « Injuste ?» Claire rit amèrement. « Vous voulez parler d'injustice ? Mes filles ont faim, monsieur Moreau. Elles dorment dans un appartement sans chauffage. Hier, j'ai dilué du lait en poudre avec de l'eau pour que ça dure plus longtemps. Et vous me parlez de processus de recrutement. » Elle attrapa la poussette et se dirigea vers la porte. Puis elle se retourna une dernière fois. « Vous savez ce qui est vraiment triste ? Vous avez créé cette entreprise sur un slogan.
l'innovation au service de l'humain. Mais quand une femme désespérée se tient devant vous, vous lui conseillez d'aller ailleurs. Elle sortit sans attendre de réponse. Claire descendit les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Elle voulait sortir vite avant que les larmes ne coulent. Dans le hall, les employés la regardèrent passer sans un mot. Certains détournèrent les yeux, gênés. Dehors, la neige tombait plus fort. Claire poussa la poussette au hasard dans les rues de Confluence. Elle ne savait pas où aller. Le studio glacé l'attendait, mais elle ne pouvait pas y retourner tout de suite. Pas maintenant. Elle marcha jusqu'au quai, s'assit sur un banc mouillé face au Rhône. Le fleuve coulait, noir et rapide. Les jumelles pleuraient de froid et de faim. Claire sortit les dernières miettes de pain de sa poche et les leur donna. « Pardon », murmura-t-elle. « Pardon, mes amours. Maman essaie. » Maman essaie vraiment. Et là, sur ce banc glacé, regardant ses filles manger des miettes de pain, Claire Dubois pleura enfin. Pas de gros sanglots, juste des larmes silencieuses qui gelaient sur ses joues. Elle ne savait pas que, à 4 étages au-dessus d'elle, dans un bureau vitré donnant sur le fleuve, Alexandre Moreau était resté figé devant la fenêtre, regardant cette femme sur le banc, incapable de détacher son regard. Et dans sa tête, une voix qu'il n'avait pas entendue depuis 10 ans murmurait « C'était moi, c'était nous. Tu as oublié d'où tu viens. » Alexandre ne dormit pas cette nuit-là. Assis dans son appartement du Vieux-Lyon, un loft minimaliste aux poutres apparentes et aux murs de pierre, il fixait les lumières de la ville à travers les fenêtres anciennes. Sur la table basse, devant lui, une photo encadrée, sa mère, Isabelle Moreau, souriante malgré la fatigue visible dans ses yeux. Cette photo avait été prise 2 mois avant sa mort. Un anévrisme, foudroyant. Elle avait 52 ans et en paraissait 70. Alexandre prit la photo, passa son pouce sur le verre. « Qu'est-ce que tu aurais fait, maman » murmura-t-il dans le silence. Mais il connaissait la réponse. Isabelle aurait ouvert sa porte à Claire sans hésiter. Elle aurait partagé le peu qu'elle avait. Elle avait toujours été comme ça, généreuse jusqu'à l'épuisement, littéralement. Alexandre reposa la photo brusquement, comme si elle le brûlait. Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. En bas, les rues du Vieux-Lyon étaient désertes, sous la neige. Quelque part dans cette ville, Claire Dubois était probablement recroquevillée avec ses filles dans un appartement glacé. Il ferma les yeux. Les mots de Claire résonnaient encore. « Vous avez créé cette entreprise sur un slogan « L'innovation au service de l'humain ». Mais quand une femme désespérée se tient devant vous, vous lui conseillez d'aller ailleurs. Elle avait raison. Et ça le rongeait. Le lendemain matin, Alexandre arriva au bureau à 7 heures, comme toujours. Le bâtiment était encore presque vide. Il monta directement au 4e étage, évitant les regards des rares employés présents. À 8 heures, Marcus, le chef de la sécurité, frappa à sa porte. « Monsieur Moreau, j'ai trouvé ça hier soir à la réception. » Il tendit une enveloppe blanche froissée. « C'est la dame qui est venue avec les bébés, elle a dû l'oublier. » Alexandre prit l'enveloppe, le cœur battant. « Merci, Marcus. » Quand le vigile fut sorti, Alexandre ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur, plusieurs feuilles pliées, couvertes d'une écriture serrée et appliquée. Il commença à lire. « Monsieur Moreau, si vous lisez cette lettre, c'est que je n'ai pas eu le courage de vous la donner en face. Ou peut-être que vous m'avez déjà renvoyé et que cette lettre est ma dernière tentative pathétique. Je m'appelle Claire Dubois. J'ai grandi à Villeurbanne, dans une famille modeste. Mon père était ouvrier à l'usine Renault, ma mère aide-soignante. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils m'ont donné de l'amour et l'envie de m'en sortir. J'ai eu mon bac pro à 18 ans. J'ai voulu continuer mes études, une licence en gestion, j'en rêvais. Mais mon père est tombé malade, un cancer. 2 ans de traitement. Ma mère ne pouvait pas tout assumer seule. J'ai arrêté mes études pour travailler. Caissière, serveuse, femme de ménage. Tout ce qui pouvait aider à payer les factures. Mon père est mort quand j'avais 23 ans. Ma mère l'a suivi 6 mois plus tard. Chagrin, disent les médecins. Moi, j'appelle ça un cœur brisé. J'ai rencontré Mathieu à 27 ans. Il me faisait rire. Il parlait d'avenir. Quand je suis tombée enceinte, des jumelles, le médecin a dit. J'étais terrifiée mais heureuse. J'ai cru qu'on formerait une famille. Mathieu est parti 3 jours après l'échographie. Je ne suis pas prêt pour ça, il a dit. J'ai essayé de le rappeler. Il a changé de numéro, disparu, j'ai accouché seule. Léa est née en premier, puis Inès, 3 minutes plus tard.
Quand l'infirmière me les a posés sur la poitrine, j'ai pleuré. Pas de tristesse, de peur. Comment j'allais y arriver seul? Les 18 premiers mois, j'ai tenu. Je travaillais de nuit comme femme de ménage dans un hôtel du centre-ville. Une voisine gardait les filles. Le jour, je dormais 3 ou 4 heures pendant qu'elles dormaient. C'était épuisant, mais on survivait. En novembre dernier, l'hôtel a licencié la moitié du personnel. Restructuration. J'étais dehors. Depuis, c'est l'enfer. Les économies, ce que j'avais, se sont évaporées en 2 mois. Le loyer, les couches, le lait. Tout coûte tellement cher. J'ai postulé partout, des dizaines d'entretiens. À chaque fois, la même réaction quand je mentionne que j'ai des jumelles en bas âge, on vous recontactera. Personne ne me recontacte. La semaine dernière, l'électricité a été coupée. Hier, c'était l'eau chaude. Dans 3 jours, le propriétaire vient me jeter dehors. Les services sociaux m'ont dit que ça prendrait des mois pour trouver une solution. Je n'ai pas des mois. J'ai 3 jours. Je sais que vous ne me connaissez pas. Je sais que vous avez une entreprise à diriger, des responsabilités. Je ne vous demande pas de me sauver. Je vous demande juste une opportunité de me sauver moi-même. Donnez-moi un travail, n'importe lequel. Je travaillerai plus dur que n'importe qui dans votre entreprise. Je ne me plaindrai jamais. Je ne serai jamais un problème. En échange, je veux juste pouvoir regarder mes filles dans les yeux et leur dire que leur mère n'a pas abandonné, que leur mère s'est battue avec dignité. Je ne veux pas que mes filles grandissent en pensant que leur existence était un fardeau. Je veux qu'elles sachent que leur mère les a aimées assez fort pour supplier un étranger de lui donner une chance. Si vous ne pouvez pas m'aider, je comprendrai. Vous avez probablement déjà assez de problèmes sans y ajouter les miens. Mais si une petite partie de vous se souvient d'où vous venez, parce que j'ai lu votre histoire, Monsieur Moreau, et je sais que vous n'avez pas toujours été riche, alors peut-être que vous comprendrez. Peut-être que vous vous souviendrez de ce que c'est que d'avoir peur. Vraiment peur. La peur qui vous réveille la nuit en sueur. La peur qui vous donne envie de vomir quand vous regardez vos enfants dormir. Merci de m'avoir reçu. C'était déjà plus que ce que j'espérais. Respectueusement, Claire Dubois. Alexandre termina la lettre, les mains tremblantes. Il la relut, puis une 3e fois. Puis il ferma les yeux et vit le visage de sa mère. Isabelle, travaillant 16 heures par jour dans des usines et des restaurants pour qu'il puisse aller à l'école. Isabelle, pleurant en cachette quand elle pensait qu'il dormait. Isabelle, morte d'épuisement à 52 ans, juste avant qu'il ne devienne riche. Il n'avait jamais pu lui dire merci. Il n'avait jamais pu lui montrer que ses sacrifices avaient servi à quelque chose. Alexandre ouvrit les yeux. Sa décision était prise. Mais avant qu'Alexandre ne puisse agir, il fut convoqué à une réunion d'urgence du conseil d'administration. La nouvelle de la visite de Claire avait fait le tour de l'entreprise. Et pire encore, quelqu'un avait pris des photos. Dans la salle de réunion du 5e étage, 7 hommes et 3 femmes en costume sombre attendaient, visage fermé. Alexandre entra déjà sur la défensive. « Messieurs, mesdames, Bertrand Leclerc, le président du conseil, 60 ans, ancien banquier, cheveux gris impeccables, ouvrit le feu. « Alexandre, nous avons un problème. » Il fit pivoter son ordinateur portable. Sur l'écran, une photo de Claire dans le hall de Morotech, poussant sa poussette, le visage tendu. La photo avait été postée sur Twitter avec le hashtag « milliardaire insensible ». Déjà 3000 retweets. « Les réseaux sociaux s'emballent », continua Leclerc. « On nous accuse d'avoir jeté dehors une mère désespérée. Notre image est en train de prendre un coup. » Alexandre serra les mâchoires. « Elle n'a pas été jetée dehors. Je l'ai reçue. Et tu l'as renvoyée sans rien. » C'était Sylvie Arnaud, directrice financière, la quarantaine, regard acéré. « Alexandre, je comprends que c'était une situation délicate, mais maintenant, c'est un problème de communication. Donc votre préoccupation, c'est l'image de l'entreprise, pas le fait qu'une femme avec 2 bébés dort dans un appartement sans chauffage. » Le silence se fit lourd. « Alexandre, » intervint Leclerc d'une voix posée, « nous ne sommes pas insensibles, mais nous dirigeons une entreprise cotée en bourse. Nous avons des actionnaires, des investisseurs. On ne peut pas prendre de décisions émotionnelles. » « Émotionnelles » Alexandre se leva brusquement. « Vous voulez parler de quoi? D'humanité? C'est devenu une émotion maintenant? Ne sois pas naïf. » Sylvie croisa les bras. « Si tu l'embauches maintenant, après cette publicité négative, ça ressemblera à de la manipulation, à un coup de communication. Et si tu ne l'embauches pas, on passera pour des monstres. Tu nous as mis dans une position impossible. »
Alexandre les regarda tous, un par un. Ces hommes et ces femmes qui avaient contribué à bâtir Morotech. Des gens intelligents, compétents. Mais en cet instant, il ne reconnaissait aucun d'entre eux. « Vous savez quoi ?» dit-il lentement. « Je me fiche de l'image. Je me fiche de ce que Twitter pense. Cette femme a besoin d'aide et je vais l'aider. Point final. » Alexandre. « Non. » Il coupa Leclerc. « Vous m'avez fait confiance pour diriger cette entreprise. Alors faites-moi confiance maintenant. Je vais régler ça à ma façon. » Il sortit de la salle de réunion sous les regards sidérés. Alexandre passa les heures suivantes à essayer de retrouver Claire. Il n'avait pas son numéro de téléphone. Elle ne l'avait pas laissé dans la lettre. Mais elle avait mentionné Vaux-en-Velin. Il prit sa voiture, une Tesla modèle S noire, et roula jusqu'au quartier. C'était la première fois qu'il venait ici depuis des années. Les tours grises, les rues défoncées, les commerces aux rideaux baissés. Un monde qu'il avait quitté et préférait oublier. Il se gara devant un centre commercial et commença à marcher au hasard, cherchant. Quoi? Une femme avec une poussette double dans un quartier de 30 000 habitants? La neige tombait toujours. Les gens le regardaient avec méfiance. Un homme en manteau Burberry et chaussures italiennes qui déambulait dans leur quartier. Après 2 heures de recherche infructueuse, Alexandre s'assit sur un banc près d'un arrêt de bus. Il était frigorifié, épuisé, et commençait à se sentir ridicule. Qu'est-ce qu'il faisait là? C'est alors qu'il l'aperçut. Elle était assise sur un banc à l'entrée de la gare de Vaux-en-Velin-la-Soie. Seule, la poussette devant elle, une mince couverture étendue sur les jumelles. Elle ne bougeait pas, le regard perdu dans le vide. Alexandre s'approcha lentement, le cœur battant. « Madame Dubois ?» Claire sursauta, leva les yeux. Quand elle le reconnut, son visage se ferma. « Qu'est-ce que vous faites là ?»« Je vous cherchais. »« Pourquoi ?»« Pour me dire encore que vous ne pouvez pas m'aider. » Alexandre s'assit sur le banc à 1 mètre d'elle. « J'ai lu votre lettre. » Claire détourna les yeux. « Et alors, ça change quoi ?»« Tout. » Alexandre prit une grande inspiration. « Ma mère s'appelait Isabelle. Elle était ouvrière dans une usine textile à Villeurbanne. Mon père nous a quittés quand j'avais 4 ans. Ma mère m'a élevé seule. » Claire le regarda surprise. Elle travaillait 16 heures par jour, parfois plus. Elle rentrait le soir épuisée. Mais elle trouvait toujours l'énergie de m'aider à faire mes devoirs. Elle me disait « L'éducation, c'est la seule chose que personne ne pourra te prendre. » Alexandre marqua une pause, la voix tremblante. « Elle est morte quand j'avais 20 ans. Un anévrisme. Les médecins ont dit que c'était l'épuisement. Elle s'est littéralement tuée au travail pour moi. Et je n'ai jamais eu l'occasion de lui dire que ça en valait la peine. » Les larmes coulèrent maintenant sur les joues d'Alexandre. Il ne cherchait pas à les cacher. Quand vous êtes entrés dans mon bureau hier avec vos filles, j'ai vu ma mère, j'ai vu tout ce qu'elle a enduré, et j'ai eu peur, peur de me souvenir, peur de ressentir à nouveau cette douleur. Claire ne disait rien. Elle écoutait. « Je ne peux pas changer le passé, » continua Alexandre. « Je ne peux pas ramener ma mère, mais peut-être que je peux faire quelque chose pour vous, pour vos filles. » Il se tourna vers elle, les yeux rouges. « Madame Dubois, je ne vous offre pas la charité. Je vous offre un contrat. Un vrai travail, avec un salaire, des responsabilités et de la dignité. » Claire le fixait, incrédule. « Vous êtes sérieux ?»« Totalement. » Alexandre sortit son téléphone, ouvrit un document. « J'ai préparé quelque chose. Écoutez-moi jusqu'au bout. » Il s'éclaircit la voix. « Poste, coordinatrice logistique junior. Mission, gestion des stocks, organisation de l'espace de travail, coordination avec les fournisseurs. Salaire, 1 800 € net par mois pour commencer. Augmentation possible après 6 mois selon les résultats. » Claire écarquilla les yeux. « En plus, nous avons une crèche d'entreprise au 2e étage. Vos filles y auront une place garantie. Repas fournis. Personnel qualifié. Vous pourrez les voir pendant votre pause déjeuner. » Je ne comprends pas. « Tiens, attendez, ce n'est pas fini. » Alexandre continua presque fébrile. « Nous avons un partenariat avec une agence immobilière. Nous pouvons vous aider à trouver un logement décent avec une caution que l'entreprise prendra en charge. Vous rembourserez progressivement sans intérêt, Monsieur Moreau. Et enfin, si vous le souhaitez, nous financerons une formation professionnelle, cours du soir, certification, ce que vous voulez, pour que vous puissiez évoluer. » Alexandre rangea son téléphone et regarda Claire dans les yeux. « Ce n'est pas de la pitié. C'est un investissement. Je crois que vous avez du potentiel.
Vous avez survécu à des choses qui auraient détruit la plupart des gens. Cette résilience, cette détermination, c'est exactement ce dont nous avons besoin dans l'entreprise. Claire tremblait. Pourquoi moi? Parce que vous n'avez pas demandé l'aumône, vous avez demandé une opportunité. Ça fait toute la différence. Il y eut un long silence. Les jumelles s'agitèrent dans leurs poussettes. Inès commença à pleurer. Claire la prit dans ses bras, la berça machinalement, le regard perdu. Et si je ne suis pas à la hauteur? Vous le serez. Alexandre se leva, tendit la main. Alors, on tente le coup? Claire regarda cette main tendue. Puis elle regarda ses filles, Léa et Inès, qui la fixaient de leurs grands yeux innocents. Elle prit la main d'Alexandre et la serra. Oui. Le lundi suivant, Claire Dubois fit son entrée officielle chez Morotech. Alexandre avait organisé une réunion avec l'équipe logistique pour la présenter. Dans la salle de conférence du 3e étage, 15 employés attendaient, visage fermé. Claire entra, vêtue d'un tailleur acheté en urgence dans un magasin discount. Trop grand, mal coupé, mais propre. Elle tenait un classeur contre sa poitrine comme un bouclier. « Bonjour à tous », commença Alexandre. « Je vous présente Claire Dubois, notre nouvelle coordinatrice logistique junior. » Claire rejoint l'équipe avec un parcours atypique, mais avec une motivation et une détermination que j'admire. Je compte sur vous pour l'intégrer et l'accompagner. Le silence qui suivit était glacial. Finalement, un homme d'une quarantaine d'années, en chemise froissée, leva la main. Question. Elle a quelle expérience en logistique, exactement? Ça, je vais me former, répondit Claire d'une voix qu'elle espérait assurer. Se former? L'homme ricana. On gère un stock de 2 millions d'euros ici. C'est pas un stage de découverte. Julien, intervint Alexandre sèchement. Ça suffit. Mais le mal était fait. Claire avait vu les regards. Elle avait compris. Elle n'était pas la bienvenue. Après la réunion désastreuse, Claire descendit au 2e étage pour installer Léa et Inès à la crèche. La responsable, Madame Laurent, une femme chaleureuse d'une 50aine d'années, l'accueillit avec gentillesse. « Ne vous inquiétez pas, Madame Dubois, elles seront entre de bonnes mains. » Mais quand Claire tenta de partir, Léa se mit à hurler, agrippée à son manteau. Inès suivit. Claire dut les détacher doucement, le cœur brisé, pendant qu'elle pleurait. « C'est normal, » assura Madame Laurent. « Ça passera dans quelques jours. » Claire remonta au 3e étage, les larmes aux yeux, et commença sa première journée de travail. On lui attribua un bureau minuscule dans un coin, à peine une table et une chaise. On lui donna une pile de dossiers à trier, inventaire, bons de commande, factures. Personne ne lui adressa la parole. À midi, elle descendit à la cafétéria. Quand elle chercha une place, les employés détournèrent les yeux. Finalement, elle mangea seule à une table près de la fenêtre, fixant son plateau repas sans y toucher vraiment. Dans l'après-midi, elle se trompa dans un classement. Julien, le responsable logistique, la convoqua dans son bureau. « Madame Dubois, vous avez mélangé les codes fournisseurs. Je suis désolé, je vais corriger. Vous feriez mieux. » Il croisa les bras. « Vous savez, on sait tous pourquoi vous êtes là. Le boss a eu un coup de cœur. Mais ici, ça marche pas comme ça. Soit vous êtes compétente, soit vous dégagez. » Claire serra les poings. « Je vais être compétente. On verra. » Claire tint parole. Chaque soir, après avoir récupéré les jumelles, les avoir couchées dans le nouveau studio que l'entreprise lui avait aidé à trouver, modeste mais propre, avec chauffage, elle ouvrait son ordinateur portable et travaillait. Elle étudiait les processus logistiques. Elle lisait des manuels. Elle prenait des notes jusqu'à minuit, 1h du matin. Ses yeux la brûlaient, sa tête tournait. Mais elle continuait. Le matin, elle était la première arrivée au bureau. À 7h, elle était déjà là, organisant les dossiers, préparant les tâches de la journée. Elle travaillait avec une précision maniaque, vérifiant 3 fois chaque chiffre, chaque bon de commande. Petit à petit, les erreurs se firent plus rares, puis disparurent. Julien ne fit aucun compliment, mais il arrêta de la critiquer. 3 semaines après l'arrivée de Claire, l'histoire explosa sur les réseaux sociaux. Un journaliste d'un site d'actualité lyonnais avait retrouvé Claire et publié un article. La mère désespérée que le PDG milliardaire a finalement embauché. Histoire vraie ou coup de com'? L'article était accompagné de photos. Claire dans le hall de Morotech le premier jour, puis à son bureau, visage tendu. Le journaliste posait des questions. Opportunité réelle ou exploitation médiatique? Alexandre Moreau se rachète une image sur le dos d'une femme vulnérable? Les commentaires se déchaînèrent.
Certains trouvèrent l'histoire inspirante, d'autres accusaient Alexandre de manipulation, d'autres encore attaquaient Claire. Elle profite du système. Au bureau, l'atmosphère devint toxique. Des employés murmuraient dans les couloirs. Certains affichaient l'article sur leur écran avec des sourires narquois. Claire encaissait en silence. Mais chaque regard, chaque murmure était un coup de poignard. Un soir, alors que Claire travaillait tard pour terminer un rapport, une femme entra dans son bureau. Marion, trentaine, développeuse informatique, cheveux courts et piercing aux oreilles. « Salut !» Claire leva les yeux, surprise. « Bonsoir. Je voulais juste te dire... » Marion hésita. « Ignore les cons. Il y en a toujours. » Claire resta muette. « Mon frère a été SDF pendant 2 ans, » continua Marion. « Dépression. Perte d'emploi. Il dormait dans sa voiture. Personne ne l'a aidé, personne. Alors quand je vois quelqu'un tendre la main à une personne dans la merde, je trouve ça beau. » Elle posa un café fumant sur le bureau de Claire. « T'es pas seule, il y en a qui sont de ton côté. » Elle sortit avant que Claire ne puisse répondre. Mais ce café chaud, cette phrase simple, ce fut comme une bouée de sauvetage. Puis vint le jour où tout bascula. Un mardi matin, Julien convoqua une réunion d'urgence. Son visage était livide. « On a un problème. 15 ordinateurs portables du stock ont disparu. Valeur totale, 35 000 €. Un murmure parcourut la salle. « Comment c'est possible ?» demanda quelqu'un. « Je ne sais pas. Mais les caméras montrent que quelqu'un a accédé à l'entrepôt hier soir vers 22 h. » Julien fit une pause, puis il se tourna vers Claire. « Madame Dubois, vous étiez au bureau hier soir. » Claire sentit son sang se glacer. « Oui, je travaillais sur le rapport mensuel. Jusqu'à quelle heure ? 23 h environ. Et vous êtes descendu à l'entrepôt ? Non, jamais. Je n'ai même pas les clés de l'entrepôt. » Mais Julien sortit son téléphone et montra une photo de vidéosurveillance. Floue, pixelisée, mais on distinguait une silhouette avec un manteau sombre, le même que celui de Claire. « Expliquez-moi ça. » Claire écarquilla les yeux. « Ce n'est pas moi. Je vous jure, je n'ai jamais mis les pieds dans cet entrepôt. » Pratique. La voix de Julien était glaciale. La nouvelle recrue, qui arrive de nulle part, qui a désespérément besoin d'argent. Et soudain, du matériel disparaît. Vous m'accusez ? Je dis juste ce que les faits montrent. La salle explosa en murmures. Certains fixaient Claire avec dégoût. D'autres détournèrent les yeux, embarrassés. Julien. La voix d'Alexandre coupa court au bruit. Il était entré sans qu'on le remarque. Mon bureau, maintenant. Claire, vous aussi. Dans le bureau d'Alexandre, Julien exposa les faits. La vidéo, le timing, les soupçons. Claire tremblait, les larmes aux yeux. « Monsieur Moreau, je vous jure sur la vie de mes filles que je n'ai rien fait. Je ne ferai jamais ça. Jamais. » Alexandre l'observait intensément. « Je vous crois. » Julien explosa. « Tu la crois ? Alexandre, sois sérieux. Toutes les preuves pointent vers elle. » Les preuves circonstancielles. Alexandre se tourna vers son ordinateur. « Julien, qui d'autre était au bureau hier soir ?»« Moi, Marion, Paul du marketing, quelques autres. Donc plusieurs personnes. Et cette vidéo est tellement floue qu'on pourrait confondre n'importe qui. Mais non. » Alexandre se leva. « On ne prend aucune décision précipitée. Je vais regarder toutes les vidéos de surveillance. Toutes. Et je veux l'historique des badges d'accès de tout le monde. » Il regarda Claire. « En attendant, vous continuez à travailler. Mais... » Il hésita. « Pour votre protection et celle de l'enquête, je vais vous demander de ne plus rester tard le soir et de toujours être accompagné quand vous vous déplacez dans le bâtiment. » Claire comprit. Il la protégeait, mais il la suspendait aussi, d'une certaine manière. « Je comprends, » murmura-t-elle. Les jours suivants furent un enfer. Claire travaillait sous les regards accusateurs. Personne ne lui parlait. À la cafétéria, les gens s'écartaient quand elle passait. On chuchotait « voleuse » dans son dos. À la crèche, Madame Laurent restait bienveillante, mais même elle semblait mal à l'aise. Claire tenait bon. Chaque matin, elle se levait, habillait ses filles, les emmenait à la crèche et montait à son bureau. Elle travaillait en silence, la tête haute malgré l'humiliation. Le soir, elle rentrait chez elle et pleurait dans la salle de bain pendant que les jumelles dormaient. « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» sanglotait-elle. « J'essaie juste de survivre. » Alexandre, lui, ne dormait plus. Il passait ses nuits à éplucher les vidéos de surveillance, les historiques d'accès, les emails internes.
Il y avait quelque chose qui clochait. Le manteau sur la vidéo, il était trop grand pour Claire. Et la démarche, masculine, lourde. Pas celle d'une femme d'1,65 m. Il remonta les vidéos, semaine par semaine, et là il vit Julien, sortant de l'entrepôt le jour du vol avec 2 gros sacs. Les caméras extérieures le montraient chargeant les sacs dans son coffre. Alexandre sentit la rage monter. Julien, le responsable logistique, celui qui accusait Claire avec le plus de véhémence. Il vérifia les historiques bancaires. Julien avait accès aux comptes de l'entreprise, des virements suspects, des dépenses personnelles importantes ces derniers mois. Julien était endetté, désespéré, et il avait trouvé le bouc émissaire parfait, la nouvelle, la vulnérable, celle que personne ne défendrait vraiment. Le vendredi matin, Alexandre convoqua tout le service logistique dans la grande salle de réunion, y compris Claire et Julien. L'atmosphère était tendue. Tout le monde savait que c'était le moment de vérité. Alexandre entra, une clé USB à la main. Il la brancha sur le projecteur. « J'ai terminé l'enquête », annonça-t-il. Tous les regards convergèrent vers lui. Les ordinateurs ont bien été volés mardi dernier, par quelqu'un qui connaissait les codes, les systèmes, les horaires. Il appuya sur une touche. Une vidéo apparut à l'écran. Julien sortant de l'entrepôt avec 2 sacs. La salle se figea. Julien marchant. La voix d'Alexandre était glaciale. « Vous voulez expliquer ça ?» Julien pâlit. « C'est pas ce que tu crois. Vraiment. Parce que j'ai aussi relevé des virements suspects, des ventes de matériel sur des sites de revente, des montants qui correspondent exactement aux équipements manquants. Alexandre, vous avez volé l'entreprise. » Alexandre se tourna vers Claire. « Et vous avez tenté de faire porter le chapeau à quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre. » Le silence était assourdissant. Julien se leva brusquement. « Tu sais quoi ? Oui, je l'ai fait. Et tu veux savoir pourquoi ? Parce que je crève de dettes, parce que j'ai 3 enfants à charge et un crédit immobilier qui m'étrangle. Pendant que toi, tu joues les sauveurs avec ta petite protégée. Ne la mêle pas à ça. Pourquoi pas ? Julien pointa Claire du doigt. Elle débarque de nulle part et en 3 semaines, elle a plus d'attention de ta part que moi qui bosse ici depuis 5 ans. C'est ça le problème. Tu te fous de nous. Tu ne vois que ta conscience coupable. » Alexandre s'avança vers Julien, le regard dur. « J'ai grandi pauvre, Julien. Ma mère est morte d'épuisement pour que je puisse étudier. Alors oui, quand je vois quelqu'un dans la même situation, ça me touche. Mais ça ne justifie pas ce que vous avez fait. Tu ne comprends pas. Si, je comprends très bien. Vous étiez en difficulté. Vous aviez besoin d'aide. Mais au lieu de demander, vous avez volé. Et au lieu d'assumer, vous avez accusé une innocente. » Alexandre se tourna vers la salle. « Julien Marchand est licencié avec effet immédiat. Je porte plainte. Et pour que les choses soient claires, Claire Dubois est totalement innocentée. Non seulement elle n'a rien fait, mais elle a continué à travailler avec dignité malgré vos accusations, vos regards, vos murmures. » Il regarda Claire qui pleurait silencieusement. À partir d'aujourd'hui, Claire devient coordinatrice logistique principale, avec les responsabilités et le salaire qui vont avec. La salle explosa en murmures. Certains applaudirent timidement. D'autres restèrent figés, honteux. Julien sortit en claquant la porte. Alexandre s'approcha de Claire. « Ça va ?» Elle hocha la tête, incapable de parler. Les larmes coulaient, mais pour la première fois depuis des semaines, c'étaient des larmes de soulagement. « Merci » murmura-t-elle. Alexandre sourit. Un vrai sourire, pour la première fois depuis longtemps. « Non, merci à vous. Vous m'avez rappelé pourquoi j'ai créé cette entreprise. » Le samedi qui suivit la confrontation, Claire ne quitta pas son appartement. Elle resta allongée sur le canapé, Léa et Inès jouant à ses pieds avec des cubes en bois colorés, regardant le plafond blanc sans vraiment le voir. L'adrénaline était retombée, l'innocence prouvée, mais quelque chose en elle était brisé. Pendant 3 semaines, elle avait encaissé les regards accusateurs, les murmures, l'isolement. Même maintenant, lavée de tout soupçon, ses regards restaient gravés dans sa mémoire comme des cicatrices invisibles. Son téléphone vibra. Un message d'Alexandre. « Prenez le week-end. Reposez-vous. Lundi, on repart sur de nouvelles bases. Vous n'êtes plus seul. » Claire ferma les yeux. Elle voulait y croire. Mais la confiance, une fois brisée, est si difficile à reconstruire. Inès grimpa sur le canapé et posa sa petite main potelée sur la joue de sa mère. « Maman ?» Claire se redressa, prit ses 2 filles dans ses bras.
les serra fort contre elle. Elle sentait le lait et le savon doux. Elle riait, insouciante, ignorant tout du combat que leur mère menait chaque jour. « Maman va bien, » murmura Claire. « Maman va se battre. Pour vous, toujours. » Le lundi matin, quand Claire arriva à Morotech, elle découvrit que son minuscule espace dans le coin avait été remplacé. On lui avait attribué un vrai bureau, vitré avec vue sur la Saône, meublé sobrement mais dignement. Sur la porte, une plaque. Claire Dubois, coordinatrice logistique principale. Elle resta figée devant cette porte, la gorge serrée. « Ça vous plaît ?» Alexandre se tenait derrière elle, 2 cafés à la main. « C'est trop. » « Non, c'est ce que vous méritez. » Il lui tendit un café. « Claire, je veux que vous compreniez quelque chose. Ce qui s'est passé la semaine dernière, c'était injuste, inacceptable. Mais c'est terminé. Aujourd'hui, vous commencez vraiment. » Claire prit le café, les mains tremblantes. « Et si les gens ne me respectent toujours pas, ils le feront, parce que vous allez leur montrer de quoi vous êtes capable. » À 10 heures, Alexandre convoqua tout le service logistique. 15 personnes, visage fermé ou mal à l'aise. L'absence de Julien créait un vide palpable. Alexandre prit la parole, debout, bras croisés. « Avant qu'on commence, je veux clarifier quelque chose. Ce qui s'est passé la semaine dernière était une injustice. Claire a été accusée à tort, humiliée publiquement, et beaucoup d'entre vous, pas tous, mais beaucoup, ont participé à cette humiliation. Le silence était pesant. Je ne vous demande pas d'être ses amis. Je vous demande d'être professionnel, de lui donner une vraie chance. Et surtout, de vous souvenir que dans cette entreprise, on juge les gens sur leur travail, pas sur leur situation personnelle. » Il se tourna vers Claire. « Claire, le bureau est à vous. » Claire se leva, le cœur battant. Elle avait préparé quelques mots, mais maintenant, face à ces 15 perdus, elle improvisait. « Je ne vais pas prétendre que tout va bien. Ces dernières semaines ont été les plus difficiles de ma vie. Mais je suis toujours là. Et je compte bien prouver que Monsieur Moreau ne s'est pas trompé en me donnant cette chance. » Elle prit une grande inspiration. « Je sais que certains pensent que je ne mérite pas d'être ici, que je suis un cas social qu'on a pris en pitié. Peut-être que c'est vrai. Mais maintenant, je suis coordinatrice logistique. Et je vais faire ce boulot mieux que personne. » Marion, la développeuse aux cheveux courts, applaudit. Puis un autre. Puis un troisième. Bientôt, toute la salle applaudissait. Certains avec enthousiasme, d'autres par obligation, mais ils applaudissaient. Claire sentit quelque chose se briser en elle. Pas de négatif. Quelque chose qui l'empêchait de respirer pleinement depuis des semaines. Les semaines suivantes, Claire travailla comme jamais. Elle arrivait à 7 heures, partait à 19 heures après avoir récupéré les jumelles. Le soir, après les avoir couchées, elle étudiait. Logistique, gestion de stock, supply chain, Excel avancé, tableau de bord. Alexandre avait organisé une formation interne avec Thomas, un ancien responsable logistique devenu consultant. 2 fois par semaine, Thomas passait 2 heures avec Claire, lui enseignant les subtilités du métier. « Vous apprenez vite », remarqua Thomas lors de leur 4e session. « Vraiment vite », Claire sourit timidement. « Je n'ai pas le choix. » « Non, ce n'est pas juste ça. » Thomas ferma son ordinateur. « J'ai formé des dizaines de personnes. Certaines ont des diplômes impressionnants, mais ne comprennent rien à la logistique réelle. Vous avez l'instinct. Vous voyez les problèmes avant qu'ils n'arrivent. »« C'est parce que j'ai passé ma vie à anticiper les problèmes, » répondit Claire doucement. « Quand on est pauvre, on devient expert en gestion de crise. » Thomas hocha la tête, pensif. « Cette expérience de vie, c'est votre force. N'oubliez jamais ça. » 1 mois après sa promotion, Claire identifia un problème dans le système de commande. Les fournisseurs livraient avec 3 semaines de retard systématiquement, créant des ruptures de stock coûteuses. Elle passa 2 jours à analyser les flux, les contrats, les communications. Puis elle découvrit les bons de commande étaient envoyés au mauvais contact, une erreur administrative qui durait depuis des mois. Elle corrigea le système, contacta directement les bons interlocuteurs, négocia de nouveaux délais. Résultat, les livraisons revinrent à la normale. L'entreprise économisa 50 000 € en 3 mois. Lors de la réunion mensuelle, Alexandre présenta les chiffres devant tout le comité de direction. Cette optimisation, nous la devons à Claire Dubois. Les applaudissements résonnèrent dans la salle. Claire, assise au fond, rougit jusqu'aux oreilles. Après la réunion, Sylvie Arnaud, la directrice financière qui s'était opposée à l'embauche de Claire, s'approcha d'elle.
Madame Dubois, je vous dois des excuses. Claire releva la tête, surprise. Je pensais qu'Alexandre faisait une erreur en vous embauchant. Je me trompais. Vous êtes impressionnante. Claire ne sut quoi répondre. Elle se contenta d'un « merci » tremblant. À la crèche, Léa et Inès s'épanouissaient. La toux de Léa avait disparu. Les deux petites avaient pris du poids. Leurs joues étaient roses, leur sourire éclatant. Elles adoraient Madame Laurent et les autres enfants. Chaque jour à midi, Claire descendait les voir. C'était devenu son rituel sacré. 15 minutes de pause où elle s'asseyait par terre avec ses filles, jouait au cube, leur lisait des histoires dans le petit coin lecture de la crèche. Un jour, Inès fit ses premiers pas. Claire était là. Elle tendit les bras et Inès traversa la pièce en tanguant, riant aux éclats quand sa mère la rattrapa. « Tu as vu ça, mon amour? Tu marches !» Madame Laurent souriait, les yeux brillants. « Elles sont heureuses, Claire. Vous avez fait un miracle. »« Non, » murmura Claire, serrant Inès contre elle. « On m'a donné une chance. C'est tout. Une chance. » Un soir de mars, alors que Claire travaillait tard sur un dossier urgent, Alexandre frappa à la porte de son bureau. « Vous êtes encore là ?» Claire sursauta. « Oh, monsieur Moreau, oui, je termine juste ce rapport. »« Il est 23 heures, Claire. Rentrez chez vous. »« Ce n'est pas une suggestion. C'est un ordre. » Mais il souriait. « Allez, je vous raccompagne au parking. » Ils marchèrent ensemble dans les couloirs déserts, leurs pas résonnant sur le sol en marbre. Dehors, la pluie tambourinait contre les baies vitrées. « Vous savez, » commença Alexandre, « vous n'avez plus rien à prouver. Vous avez largement fait vos preuves. »« Je sais, mais... » Claire hésita. « J'ai peur que si je ralentis, tout s'écroule, comme si c'était un rêve, et que j'allais me réveiller dans mon ancien studio glacé. » Alexandre s'arrêta, se tourna vers elle. « Claire, regardez-moi. Vous n'êtes plus cette femme désespérée qui est entrée ici avec ses bébés. Vous êtes devenue une professionnelle respectée, une mère qui peut offrir un avenir à ses filles. Vous avez gagné. » Les larmes montèrent aux yeux de Claire. « Pourquoi vous avez fait ça? Vraiment ?» Alexandre regarda par la fenêtre, vers les lumières de Lyon qui scintillaient sous la pluie. « Parce que personne ne l'a fait pour ma mère. » Sa voix était basse, chargée d'émotion. « Elle s'est battue seule. Elle est morte seule. Et je me suis toujours demandé, et si quelqu'un lui avait tendu la main? Et si quelqu'un avait vu sa douleur et avait dit « Je vais t'aider ?» Il se tourna vers Claire. « Je ne peux pas sauver ma mère, mais je pouvais vous aider. Et en vous aidant, je crois que j'ai commencé à me pardonner. » Claire comprit alors. Ce n'était pas de la charité, c'était de la rédemption, pour eux deux. « Merci, » dit-elle simplement. « Non, merci à vous. Vous m'avez rappelé pourquoi je fais tout ça. » Inspiré par l'histoire de Claire, Alexandre lança un programme interne. Opportunité, seconde chance. L'idée était simple. Embaucher des personnes en difficulté, chômeurs longue durée, parents isolés, personnes en réinsertion, et leur offrir une vraie formation, un vrai salaire, une vraie dignité. Le conseil d'administration était sceptique, mais les chiffres de Claire parlaient d'eux-mêmes. Elle était devenue l'une des meilleures employées de l'entreprise. « Donnez-leur une chance », argumenta Alexandre lors de la réunion du conseil, pas par charité, par intelligence économique. Ces gens ont une résilience, une motivation que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Le programme fut approuvé. En 6 mois, 15 personnes furent embauchées via Opportunité Seconde Chance. Morotech devint un modèle d'entreprise sociale. Les médias s'en emparèrent, des articles élogieux, des interviews. Claire fut sollicitée pour témoigner. Au début, elle refusa. Trop exposée, trop vulnérable. Mais Alexandre l'encouragea. « Votre histoire peut aider d'autres personnes. Elle peut donner de l'espoir. » Finalement, Claire accepta une interview pour un magazine économique lyonnais. La journaliste était bienveillante, les questions respectueuses. Claire raconta son parcours avec honnêteté. La pauvreté, la peur, la dignité retrouvée. L'article fit la une. Le titre, « De la rue au bureau, comment Claire Dubois a transformé sa vie et une entreprise ». En mai, Léa et Inès fêtèrent leurs 2 ans. Claire organisa une petite fête dans le parc de la Tête d'Or, le grand parc de Lyon avec son lac, ses arbres centenaires, ses roseraies. Elle avait invité quelques collègues. Marion vint avec son compagnon. Thomas, le formateur aussi. Madame Laurent de la crèche, bien sûr. Et Alexandre. Les jumelles couraient dans l'herbe, riant aux éclats, chassant les pigeons. Claire les regardait,
le cœur gonflé d'amour et de reconnaissance. Alexandre s'assit à côté d'elle sur la couverture de pique-nique. « Elles sont magnifiques. » « Oui. » Claire sourit. « Et en bonne santé. Et heureuse. Grâce à vous. Grâce à nous. » Claire se tourna vers lui. « Je n'y serais jamais arrivée seule. » Inès courut vers Alexandre, lui tendit une fleur, un pissenlit jaune. « Tonton !» Alexandre prit la fleur, ému aux larmes. « Tonton !» C'était la première fois qu'elle l'appelait comme ça. « Merci, princesse. » Claire observa la scène, et quelque chose en elle se dénoua complètement. Pendant des mois, elle avait porté la peur, la honte, la culpabilité. Mais là, dans ce parc ensoleillé, regardant ses filles jouer avec cet homme qui leur avait offert une seconde chance, elle comprit, elle avait gagné, pas contre quelqu'un, mais pour elle-même. En septembre, Claire commença une formation universitaire en gestion logistique, un programme du soir financé par l'entreprise. 2 soirs par semaine, après le travail, elle rejoignait l'université Lyon 2 pour suivre des cours avec des étudiants souvent plus jeunes qu'elle. C'était épuisant. Entre le travail, les jumelles et les études, Claire dormait à peine 6 heures par nuit. Mais elle tenait bon. Un soir, pendant un cours sur la supply chain internationale, le professeur donna un exercice pratique, optimiser un circuit de distribution européen. Claire résolut le problème en 15 minutes. Le professeur vérifia, stupéfait. « Madame Dubois, c'est parfait. Comment avez-vous fait ? » « J'ai appliqué ce que je fais au travail tous les jours. » Le professeur sourit. « Vous avez de la chance d'avoir un emploi qui vous permet de pratiquer. »« Ce n'est pas de la chance, » répondit Claire doucement. « C'est une opportunité que j'ai saisie. » Pendant ce temps, Alexandre traversait sa propre tempête intérieure. Morotech continuait de croître. Les investisseurs étaient satisfaits. Le programme Opportunité Seconde Chance était un succès médiatique. Mais quelque chose le rongeait. Un soir de novembre, il se rendit seul au cimetière de Loyasse, sur la colline de Fourvière. La tombe de sa mère était simple, une pierre grise, un nom, 2 dates. Isabelle Moreau, 1973-2015. Mère aimante. Alexandre s'agenouilla devant la tombe, posa une main sur la pierre froide. « Maman, murmura-t-il, je crois que je commence à comprendre. Pendant des années, j'ai couru. J'ai bâti cette entreprise en pensant que le succès effacerait la douleur, que l'argent compenserait ton absence. Mais ça ne marche pas comme ça. Les larmes coulaient librement maintenant. Tu es parti avant que je puisse te dire merci, avant que je puisse te montrer que tes sacrifices n'étaient pas vains, et ça me dévorait. » Il ferma les yeux. Mais Claire m'a montré quelque chose. Elle m'a montré que sauver quelqu'un, ce n'est pas racheter le passé. C'est honorer la mémoire. C'est transformer la douleur en action. Le vent soufflait dans les arbres, faisant danser les feuilles mortes. Alexandre resta là longtemps, parlant à sa mère, pleurant, libérant 10 ans de culpabilité enfouie. Quand il repartit, le soleil se couchait sur Lyon. Les lumières de la ville s'allumaient une à une. Et pour la première fois depuis la mort de sa mère, Alexandre se sentait en paix. En décembre, Alexandre reçut une invitation pour parler lors du Forum de l'innovation sociale à Paris. Le thème, quand l'entreprise devient acteur du changement social. Il hésita, puis il eut une idée. Il frappa à la porte du bureau de Claire. « Claire, j'ai une proposition. »« Oui, on m'a invité à parler à Paris sur notre programme Opportunité Seconde Chance. Mais je ne veux pas y aller seul. Je veux que tu viennes avec moi, que tu témoignes. » Claire pâlit. « Moi ? Devant des centaines de personnes. Oui, parce que cette histoire, c'est la tienne, pas la mienne. Je t'ai juste ouvert une porte. C'est toi qui as traversé et reconstruit ta vie. Je ne sais pas si je peux. » « Tu peux. » Alexandre sourit. « Tu as affronté bien pire. » Après une longue hésitation, Claire accepta. Le train filait à travers la campagne française. Claire regardait défiler les champs, les villages, les forêts hivernales. À côté d'elle, Alexandre travaillait sur son ordinateur. Dans son sac, Claire avait glissé des photos de Léa et Inès, son talisman. « Tu es nerveuse ?» demanda Alexandre sans lever les yeux. Terrifié. « Normal, moi aussi la première fois. Mais tu es habitué à parler en public. » Et alors ? Alexandre ferma son ordinateur. Le trac ne disparaît jamais vraiment. On apprend juste à vivre avec. Il se tourna vers elle. « Claire, tu vas leur raconter ton histoire, ta vraie histoire. Pas une version édulcorée, pas un conte de fées. La vérité, la peur, la lutte, la dignité. Les gens ont besoin d'entendre ça. »
La salle de conférence du Palais des Congrès était immense. 500 personnes, entrepreneurs, dirigeants, politiques, journalistes. Claire, en coulisses, tremblait. « Je ne peux pas. »« Si. » Marion, qui avait insisté pour venir soutenir Claire, lui prit la main. « Tu as survécu à pire. Tu peux parler devant des gens en costume. » Alexandre passa en premier. Il parla du programme, des chiffres, de la vision, puis il dit « Mais les chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. Pour comprendre vraiment ce que signifie opportunité seconde chance, je voudrais vous présenter Claire Dubois. » Claire monta sur scène, les jambes flageolantes. Les projecteurs l'aveuglaient. Elle s'avança vers le micro, sortit ses notes, puis les rangea. « Bonjour, je m'appelle Claire Dubois. J'ai 30 ans. Je suis mère célibataire de 2 filles. Et il y a 1 an, je dormais dans un appartement sans chauffage, diluant du lait en poudre pour faire durer la boîte. Le silence dans la salle était total. J'ai grandi pauvre. Pas dans la misère absolue, mais dans cette pauvreté qui vous fait compter chaque centime. Mes parents travaillaient dur, très dur, trop dur. Mon père est mort d'un cancer. Ma mère, de chagrin 6 mois plus tard. Sa voix tremblait, mais elle continuait. À 29 ans, je suis tombée enceinte de jumelles. Le père est parti. J'ai accouché seule. J'ai travaillé de nuit comme femme de ménage pendant 18 mois. Puis j'ai été licenciée. Elle marqua une pause, regarda l'audience. Vous savez ce qu'on ressent quand on n'a plus rien? Quand on regarde ses enfants dormir et qu'on se demande comment on va les nourrir le lendemain? C'est pas juste de la peur, c'est une terreur absolue. C'est se sentir invisible, comme si le monde entier vous avait oublié. Des murmures parcoururent la salle. Alors j'ai fait quelque chose de fou. Je suis allé dans une entreprise avec mes 2 bébés, sans rendez-vous, sans CV. Et j'ai dit au PDG, « Donnez-moi du travail, juste de quoi nourrir mes filles. » Elle sourit à travers les larmes. Alexandre Moreau aurait pu me jeter dehors. Il aurait dû d'ailleurs, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il a vu en moi quelqu'un que beaucoup de gens ne voient pas. Un être humain, pas un problème, pas une statistique. Un être humain avec de la dignité, du potentiel et une volonté de se battre. La salle était hypnotisée. Aujourd'hui, je suis coordinatrice logistique principale. Je gagne un salaire décent. Mes filles sont en bonne santé. Je fais des études universitaires le soir. Elle regarda directement la caméra qui retransmettait la conférence. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est ça. Je n'ai pas été sauvée. On m'a donné une opportunité de me sauver moi-même. Et c'est tout ce dont les gens ont besoin. Pas de la pitié, pas de la charité. Une chance, une vraie chance. Elle s'essuya les yeux. Si vous dirigez une entreprise, si vous avez du pouvoir, si vous avez des ressources, regardez autour de vous. Il y a des Claires partout, des gens qui se battent, des gens qui ont du potentiel mais pas d'opportunité. Donnez-leur cette chance, pas par bonté, par intelligence, parce que ces gens travailleront plus dur que n'importe qui, parce qu'ils savent ce que c'est de perdre, et ils feront tout pour ne plus jamais y retourner. Elle recula du micro. L'ovation fut assourdissante. 500 personnes debout applaudissant. Claire pleurait. Alexandre monta sur scène, la serra dans ses bras. « Tu as été extraordinaire », murmura-t-il. La vidéo de la conférence devint virale. En une semaine, 2 millions de vues. Des dizaines d'entreprises contactèrent Morotech pour créer des programmes similaires. Claire reçut des centaines de messages de femmes, d'hommes, de parents, tous partageant leurs propres histoires de lutte. Un message en particulier la toucha. Une jeune femme de Marseille écrivait « J'étais prête à abandonner. J'avais perdu mon emploi, mes économies, et je ne voyais plus d'issue. Mais après avoir écouté votre histoire, j'ai décidé d'essayer encore une fois. J'ai postulé dans 20 entreprises. L'une d'elles m'a répondu « Je commence lundi. Merci de m'avoir donné l'espoir. » Claire montra le message à Alexandre, les larmes aux yeux. « Tu vois ?» dit-il doucement. « Ta douleur a un sens maintenant. Elle aide d'autres personnes. » Mars revint. 1 an exactement depuis ce jour où Claire était entrée dans le hall de Morotech, désespérée, avec ses 2 bébés. Alexandre organisa un événement interne, une année de transformation. L'idée était de célébrer les 15 personnes embauchées via le programme Opportunité Seconde Chance et de partager leurs histoires. La salle de conférence du 5e étage fut transformée. Des photos des employés Seconde Chance au mur, des témoignages vidéo, une exposition sur le parcours de chacun. Claire regarda les photos, émue. Chaque visage racontait une histoire. Karim, ancien chômeur longue durée,
devenu développeur junior. Sophie, mère de 3 enfants, échappée d'une relation violente, maintenant assistante RH. Amadou, réfugié malien, intégré comme technicien maintenance. 15 vies transformées, 15 familles reconstruites. Devant tous les employés rassemblés, Alexandre prit la parole. Il y a 1 an, une femme est entrée dans cette entreprise. Elle n'avait rien, pas d'argent, pas de réseau, pas de qualifications impressionnantes. Juste 2 enfants, de la dignité et un refus d'abandonner. Il regarda Claire assise au premier rang avec Marion et Thomas. Cette femme m'a appris quelque chose de fondamental. On ne mesure pas la valeur d'une personne à son CV ou à son compte en banque. On la mesure à sa résilience, à sa capacité de se relever, à sa volonté de continuer malgré tout. Les employés écoutaient, captivés. Morotech a été bâti sur une idée, l'innovation au service de l'humain. Mais j'avais oublié ce que ça voulait dire. J'avais transformé cette phrase en slogan marketing. Claire me l'a rappelé. Être au service de l'humain, c'est voir la personne avant le problème. C'est donner une chance avant de juger. Il fit une pause. Aujourd'hui, 15 personnes travaillent ici grâce au programme Opportunité Seconde Chance. 15 vies transformées. Mais ce n'est qu'un début. L'année prochaine, nous en embaucherons 30, puis 50. Et j'encourage toutes les entreprises de Lyon, de France, du monde à faire de même. L'ovation fut immense. Après l'événement, Claire sortit prendre l'air. Elle marcha jusqu'au quai de la Saône, s'assit sur le même banc où, 1 an plus tôt, elle avait pleuré, regardant le fleuve noir, convaincue que tout était fini. Alexandre la rejoignit. « Je savais que je te trouverais ici. » Claire sourit. « C'est mon endroit, l'endroit où j'ai touché le fond. Et regardez maintenant. » Ils observèrent le fleuve en silence. La Saône coulait, paisible, reflétant les lumières de la ville. Les péniches amarrées dansaient doucement. Le printemps renaissait, bourgeons sur les arbres, premières fleurs dans les jardinières. « Tu sais ce qui est étrange ?» dit Claire. « Je devrais détester cet endroit, mais je l'aime, parce que c'est ici que tout a commencé. Le fond, c'est aussi le point de départ. » « Oui. » Claire se tourna vers Alexandre. « Je voulais te dire quelque chose. Merci, mais pas juste pour le travail, pour m'avoir vu, vraiment vu. Pas comme une victime, pas comme un problème, comme une personne. » Alexandre hocha la tête, ému. « Tu m'as sauvé autant que je t'ai aidé. » « Comment ça ? J'avais oublié pourquoi je faisais tout ça. L'argent, le succès, ça avait perdu son sens. Tu m'as rappelé que le vrai pouvoir, c'est pas d'accumuler, c'est de partager, de transformer. » Ils restèrent là, côte à côte, regardant le fleuve couler. 2 personnes venues de mondes différents, réunies par la douleur et la rédemption. Septembre. Les feuilles commençaient à roussir sur les platanes de Lyon. Claire était dans son bureau, plus grand maintenant, avec une équipe de 5 personnes sous sa responsabilité. Elle avait obtenu son diplôme universitaire avec mention. Les jumelles, bientôt 3 ans, parlèrent maintenant des phrases complètes et l'appelaient en criant « Maman » quand elle venait les chercher à la crèche. Un après-midi, Claire reçut un appel d'une journaliste d'un grand magazine national. « Madame Dubois, nous faisons un reportage sur les parcours inspirants. Accepteriez-vous d'être interviewée ?» Claire réfléchit, puis elle répondit « Oui, à une condition. » « Laquelle ? Que vous parliez aussi des autres. Karim, Sophie, Amadou, tous ceux du programme. Mon histoire n'est pas unique. Elle doit être un pont vers les leurs. » La journaliste accepta. Pour le reportage, le photographe voulait une image symbolique. Il proposa le hall vitré de Morotech, là où tout avait commencé. Claire se tint au centre du hall, en tailleur élégant, cheveux coiffés, posture assurée. Mais ce n'était pas une pose. C'était sa vraie vie maintenant. Derrière elle, sur le mur, une nouvelle fresque avait été installée. Les visages des 15 employés, seconde chance, peints en couleurs vives, avec leurs noms et leurs citations. Le photographe déclencha. Clic. Cette photo ferait la couverture du magazine. Le titre, « De la survie à la renaissance, quand les entreprises donnent une vraie seconde chance ». Un dimanche d'octobre, Claire et Alexandre organisèrent un pique-nique dans le parc de la Tête d'Or avec toutes les familles du programme Seconde Chance. 30 adultes, 22 enfants, rires et nourriture partagés sur des couvertures étalées dans l'herbe. Les jumelles jouaient avec les autres enfants, courant entre les arbres dorés par l'automne. Léa avait pris la main d'un petit garçon, fils de Karim.
Inès montrait fièrement son dessin à Sophie. Claire regardait la scène, le cœur plein. Alexandre s'assit à côté d'elle, 2 gobelets de café à la main. « À quoi tu penses ? Que tout ça, c'est réel, que ce n'est pas un rêve. C'est réel. » Alexandre leva son gobelet. « À nous, aux secondes chances. » Claire leva le sien. « Aux secondes chances. » Ils burent en silence, regardant les enfants jouer. Le soleil d'automne filtrait à travers les feuilles dorées. Le lac brillait au loin. Des oiseaux chantaient. Et dans ce moment suspendu, Claire réalisa quelque chose de profond. La pauvreté ne l'avait pas définie. La lutte ne l'avait pas brisée. Elle l'avait forgée. Et maintenant, elle était là, vivante, digne, entière. Léa courut vers elle. « Maman, regarde !» Elle tendit une poignée de feuilles dorées. Claire les prit, les regarda, et elle comprit. Les feuilles tombent, mais les arbres survivent. L'hiver vient, mais le printemps revient toujours. La douleur existe, mais la joie aussi. Elle serra sa fille contre elle, respira son odeur de shampoing à la pomme et de terre d'automne. « C'est magnifique, mon amour. » Et c'était vrai. Tout était magnifique. La vraie richesse ne se mesure pas en euros ou en mètres carrés. Elle se mesure en dignité retrouvée, en enfant qui rit, en nuit où l'on dort paisiblement sans terreur du lendemain. Sauver quelqu'un, ce n'est pas de la charité. C'est reconnaître leur humanité. C'est leur donner les outils pour se sauver eux-mêmes. Et parfois, en tendant la main à quelqu'un qui se noie, on se sauve aussi. Parce que l'empathie n'est pas une faiblesse. C'est la plus grande force qui soit. Claire avait appris qu'on peut tomber au plus bas et se relever. Alexandre avait appris qu'on peut porter une culpabilité pendant des années et finalement s'en libérer en transformant la douleur en action. Ensemble, ils avaient prouvé qu'une entreprise peut être rentable, humaine, que le succès ne se construit pas sur l'indifférence, mais sur la compassion, et que la plus belle innovation, celle qui change vraiment le monde, ce n'est pas la technologie, c'est l'humanité.